Voilà, bonjour. Vous nous retrouvez effectivement sur ce plateau one-to-one. Je vous le disais ce matin en introduction de cette séquence. On se retrouve sur ce plateau pour ces retours d'expérience. Mon premier invité, Xavier Marzet, qui est directeur conseil et cofondateur de Anode. Bonjour Xavier. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je dirais pour commencer peut-être que... Allez, on va parler évidemment de vos services. Vous êtes l'illustration parfaite, le très bon élève de la vocation première de New York Tech, à savoir l'incubation de start-up. Parlez-nous un petit peu de cet écosystème qui vous a fait grandir. Cette histoire a commencé en 2018. Tout à fait. Donc nous, on est un des premiers résidents à avoir été accueillis au sein du New York Tech, puisqu'on arrivait quasiment le jour de l'ouverture. On était 3 personnes à l'époque, avec beaucoup d'enthousiasme et toute une aventure à entamer. Et c'est vrai qu'on y a trouvé tout de suite 2 ingrédients. Alors un premier très pragmatique, qui est la dimension logistique, parce que lorsqu'on est un jeune créateur d'entreprise avec peu de moyens, c'est extrêmement précieux de pouvoir tout de suite trouver un outil de travail clé en main qui nous permet de nous focaliser vraiment sur la réalité de notre action. Et on a trouvé vraiment une deuxième dimension qu'on pressentait moins peut-être avant d'y arriver, qui est effectivement, ça permet tout de suite de rompre un effet d'isolement, puisqu'on est tout de suite confronté à d'autres acteurs du numérique, d'autres start-upers, qui permet comme ça de se confronter à d'autres. Et puis aussi le fait de se retrouver un peu au cœur de l'écosystème numérique sur le bassin niortais, nous a permis tout de suite d'avoir une exposition, une compréhension des rencontres avec des gens porteurs d'enjeux sur le numérique, et ce qui nous a permis effectivement d'accompagner le démarrage puis la croissance de l'entreprise de manière sans doute accélérée par rapport à ce qu'on aurait pu faire par nous-mêmes. Bon, démarrage et croissance, vous allez rester encore un petit temps là où on va vous pousser hors du nid Aujourd'hui, on est 8 collaborateurs, donc on essaie effectivement de rester le plus possible au sein du New York Tech parce que c'est encore une fois c'est quelque chose, un outil de travail très précieux pour nous. Et puis viendra le temps pour nous effectivement de s'envoler, de prendre notre envol et d'aller sur le parc privé une fois que la taille de notre entreprise fera qu'on aura vraiment la dimension pour voler de nos propres ailes. Bon, c'est plutôt bon signe. Si vous n'arrivez pas à pousser les murs, c'est que l'entreprise grandit. Nous rendons les entreprises plus efficientes grâce au digital. Alors ça, je le lis, c'est la promesse gravée sur le fronton de votre site internet. C'est comme ça que vous vendez Anode auprès de vos clients, vos prospects en tout cas? Oui, tout à fait. Nous, notre mission, effectivement, c'est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances, et leurs performances commerciales, bien sûr, en premier lieu, mais aussi des performances organisationnelles, opérationnelles au quotidien. Et pour ce faire, on les accompagne à 3 titres. On accompagne beaucoup d'entreprises dans finalement l'optimisation de leur stratégie de génération de trafic, être capable de capter plus et de meilleurs visiteurs pour exposer leur offre auprès de ce public-là. On les accompagne beaucoup aussi dans la conception de parcours clients sur les sites, sur les plateformes, finalement pour proposer l'expérience la plus fluide, la plus efficace possible, pour amener finalement ces visiteurs à devenir des clients ou des prospects. Et on travaille beaucoup aussi sur des logiques de transformation digitale des processus de traitement qui vont démarrer une fois qu'on reçoit ces opportunités qui viennent d'Internet. Tout ça, aujourd'hui, on le fait avec une vision qui est, lorsqu'on est un visiteur Internet, lorsqu'on fait une recherche sur Google, finalement, on souhaite être exposé à une expérience la plus cohérente possible, de bout en bout. Si je fais une requête Google, je veux arriver sur une page qui parle de la même chose. Si un site Internet me fait une promesse de service, de prise de contact, je veux que les équipes commerciales derrière soient un peu à la hauteur de ce qui m'a été proposé sur le site. Et c'est finalement le sens de notre accompagnement, c'est être capable d'aider les entreprises à améliorer chacune des briques qui va composer cette chaîne de valeur, mais surtout d'aborder tout ça comme un ensemble et un seul et même flux, un seul et même canal pour conquérir toujours plus de clients. Bon, avant cette cohérence que vous évoquez, Xavier, il faut commencer par sensibiliser les chefs d'entreprise. Vous êtes parti du constat en 2018 que la transformation digitale des acteurs économiques est primordiale aujourd'hui. Ça, on le sait depuis quelques années. Ça nous paraît évident, peut-être à nous, notre génération. Est-ce qu'on a encore beaucoup de retard et de fractures numériques, notamment du côté des TPE et des PME en France ? Je pense qu'il y a des situations qui sont très disparates d'une entreprise à l'autre. Donc notre premier métier, nous déjà, c'est de faire preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, pour être capable d'identifier où est-ce que vont être les victoires rapides, où est-ce que vont être les plus gros effets de levier pour les entreprises, pour être capable finalement de démontrer des résultats rapides. On a parfois des clients qui viennent nous voir avec une idée très arrêtée de ce qu'ils doivent accomplir à court terme. Je veux refaire mon site, par exemple. Et on est parfois confronté à des constats qui nous les amènent plutôt à essayer de choisir d'autres combats. Donc là, je pense que c'est nous notre responsabilité en tant que sachants
d'être capable finalement d'écouter, de comprendre les enjeux, de comprendre les problématiques réelles et d'identifier dans notre boîte à outils digitale finalement quels vont être les leviers à mettre en œuvre pour générer de manière efficace des résultats les plus tangibles possibles. Vous parlez d'identifier, justement, ça commence par identifier les besoins de l'entreprise en termes d'adaptation numérique. De quoi elles ont besoin les entreprises aujourd'hui? De manière un peu générale, encore une fois, on trouve beaucoup de situations qui seront très différentes. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un sujet, je pense que la phase d'équipement, beaucoup d'entreprises sont passées par une phase d'équipement, que je vais appeler d'équipement, c'est-à-dire qu'on commence à mettre des investissements en ligne. On met un site internet qui est souvent pris par le biais du design, ou en tout cas de l'aspect graphique. Et puis, on a des équipes commerciales qui sont en place, des réseaux physiques qui ont assuré la croissance de l'entreprise pendant des années et des années. Et toutes ces briques sont mises en œuvre, mais parfois, encore une fois, peut-être avec un manque finalement de prise de recul et de construire tout ça comme un seul et même tunnel de conversion qu'on va soumettre aux clients. Donc c'est beaucoup le sens finalement de nos interventions, c'est déjà de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de se dire je suis client, je suis utilisateur, je cherche tel produit ou service, quel va être finalement le chemin qui va m'être proposé par cette entreprise au travers de ces différents dispositifs digitaux. Bon, Xavier Marzac, est-ce que la période évidemment inédite, exceptionnelle, cette tempête que nous traversons collectivement, nous citoyens, mais aussi acteurs économiques, et notamment de ce territoire, peut accélérer, selon vous, cette prise de conscience et lever certains effets de résistance sur ces transitions digitales numériques? Nous, on a très clairement observé. Alors, on a observé au début du confinement un petit effet de ralentissement de certains projets chez nos clients du fait de l'incertitude qui régnait. Ouais, sur des sujets d'investissement, évidemment. On freinait un petit peu, on mettait le pied sur la pédale du frein. Mais c'est vrai que le confinement a fait ressortir parfois de manière extrêmement brutale pour certaines entreprises ou certains secteurs d'activité la place qu'aujourd'hui ont les outils digitaux. À titre personnel, on l'a tous vécu. Le confinement a été très adouci par notre capacité de rester en contact avec nos proches, notre famille, nos membres, afin de pouvoir garder ce lien social finalement. Et pour l'aspect économique, aujourd'hui, a vraiment illustré de manière criante que lorsque on n'a pas la possibilité d'être en contact avec ses clients, la possibilité de délivrer son service ou son offre, du coup, ça devient tout de suite extrêmement brutal, ce contexte. Et c'est vrai que ça a provoqué plutôt un effet de prise de conscience chez certains et d'accélération de certains projets, plutôt qu'un effet de remise en cause de ces besoins. Vous leur faites gagner du temps et de la sécurité à vos clients, Xavier Marzac? On essaie de leur faire gagner effectivement de l'efficacité. Donc parfois pour certains ça va être du temps, parfois pour certains ça va être des espèces sonnantes et trébuchantes, très clairement. Parfois ça va être de la sécurité dans le processus. Nous, je prends un exemple très clair, on a beaucoup de clients qui utilisent encore beaucoup Excel ou les messageries pour transmettre, adresser ou suivre des demandes émanant de clients. Et là, si un maillon un jour vient à manquer dans la chaîne, un absent ou pour une quelconque raison, l'humain n'est plus là pour se dire « Ah tiens, je dois rappeler un tel », là, il y a une vraie rupture dans la chaîne de valeur. Et c'est vrai que nous, on accompagne justement les entreprises pour digitaliser ces processus-là et effectivement garantir que l'expérience client n'est pas le fait d'un individu, mais le fait d'une organisation. Je parlais de temps et de sécurité. Ce sont des notions qui sont importantes pour les secteurs que vous adressez, notamment les acteurs bancaires, celui de l'assurance et de l'immobilier. Les acteurs bancaires, on sait qu'ils ont été particulièrement sollicités dans cette période, notamment à travers les fameux PGE, prêts garantis par l'État. Quelle relation vous avez eue là, dans cette période compliquée Nous, on a essayé d'être beaucoup en soutien effectivement par rapport à la mise en œuvre de certains outils, de certaines méthodes pour permettre la continuité de l'activité. Nous, on travaille avec de très grands acteurs bancaires qui ont été confrontés effectivement à une rupture radicale et extrêmement brutale de leur méthode de travail. Et ils ont fait face à des défis qui étaient considérables. J'en profite aussi, il y a quelque chose dont on parle peu finalement dans les débriefs qu'on fait de cette période-là, c'est la mobilisation générale dont étaient capables les acteurs, notamment informatiques dans ces entreprises-là, pour être capables de garantir la continuité de l'activité en équipant, en connectant des centaines de personnes, là où les infrastructures n'étaient pas toujours prêtes pour faire cette rupture radicale. Et je pense qu'il faut vraiment saluer la mobilisation générale dont un grand nombre d'acteurs ont été capables de mettre en place pour faire face à ce contexte qui était vraiment très particulier. Et ça, effectivement, je pense qu'on parle un peu des effets positifs qu'on va pouvoir retirer du confinement, etc. Et je pense qu'il y a eu un changement de culture. Et je pense que tout le monde a pu prendre confiance aussi que face à un objectif commun, face à une adversité un peu exceptionnelle, au sein d'une même entreprise, face à un objectif commun,
on peut mettre en place des choses qu'on ne pensait pas forcément possibles dans des délais records. Xavier Marzec, vous parlez de réussite, évidemment, de cette réussite, de cette mobilisation, de cette implication, grâce aux infrastructures, grâce à la tech, mais aussi au management. Comment est-ce que vous avez incarné, en tant que dirigeant d'Anode, et en tant que dirigeant d'une équipe jeune, plutôt agile, très à l'aise avec les outils digitaux, est-ce que ça a été plus facile de mobiliser vos collaborateurs dans cette période compliquée ? Alors, très honnêtement, effectivement, nous, la mise en place du télétravail a été quelque chose qui est arrivé de manière extrêmement naturelle et fluide. On est face à une population qui a 28 ans de moyenne d'âge, qui est tous équipés d'ordinateurs portables et qui travaillent avec des outils qui sont majoritairement en ligne. Donc effectivement, la mise en place du télétravail a été quelque chose de très fluide. Néanmoins, ce contexte a révélé aussi pour nous des défis, des changements d'approche et le renforcement qu'on a dû mettre en place sur la coordination entre les différents membres de l'équipe. On a des gens qui sont de métiers très différents, des créatifs, des développeurs informatiques, des chefs de projet, des gens qui sont plutôt tournés clients. Et c'est vrai qu'on profite au quotidien d'une communication informelle qui se fait de manière très naturelle, puisqu'on est tous regroupés au même endroit. Dans ce contexte, effectivement, de télétravail, on avait déjà quelques instances managériales qui étaient en place, des daily meetings, des kick-offs sur les projets. Mais on s'est aperçu sur un projet que multiplier la communication unipersonnelle entre les membres de l'équipe avait à un moment donné créé des écarts dans la perception que chacun avait de l'enjeu et de la cible à atteindre. Des exemples concrets de ces écarts ? Typiquement, on était sur des choix de technologie à opérer pour un client, sur un projet qui était effectivement vraiment marqué d'un petit caractère d'urgence pour être capable justement d'apporter notre pierre à son édifice dans ce contexte très particulier. Et effectivement, on avait tout bêtement, on a décelé heureusement très vite qu'il y avait certains membres de l'équipe qui prenaient des directions différentes. Pas parce qu'ils faisaient mal ou que la décision qu'ils prenaient était mauvaise, mais il y avait un petit écart dans la perception de la cible à atteindre. Et là, votre rôle de manager, c'est de rattraper tout le monde, de mobiliser, de recentrer vers un objectif commun ? Très clairement, je pense que le rôle numéro 1 du manager, on en a beaucoup parlé, notamment lors du débat qui nous a précédé, c'est vraiment de donner du sens. Ça peut paraître un peu évident de le dire comme ça, mais dans une entreprise comme Anode, encore une fois, on a des gens de professions différentes, de compétences différentes, et avec des niveaux d'expertise qui sont très supérieurs aux miens. Donc moi, mon métier en tant que manager ne va pas être d'expliquer à un développeur informatique comment faire du développement informatique. Mon métier va être de donner à chacun une trajectoire commune et au sein de cette trajectoire, être capable de faire confiance, de déléguer, d'encourager la prise d'initiative à l'exclusive condition qu'elle contribue à l'atteinte de ce but commun. Bon, culture de la confiance, vous aviez déjà pratiqué le télétravail chez Anode, vous n'aviez pas attendu le Covid. La question de la productivité, je veux bien qu'on en parle parce qu'il y a un tabou là-dessus quand même. Est-ce qu'on est plus productif en télétravail que bureau ? Alors nous, on n'a observé aucune rupture de charge dans la productivité des membres, mais là-dessus, j'ai une anecdote très précise à partager, oui, très bien. Qui effectivement, encore une fois, au sein d'un grand groupe bancaire qui est l'un de nos clients, où le télétravail était perçu vraiment comme une perte de contrôle de la part des managers avant le confinement, et qui s'est aperçu après quelques semaines que certains records de productivité, voire de vente, étaient battus par des équipes en télétravail. Et je pense qu'encore une fois, face à l'adversité, que ce soit au niveau des managers, que ce soit au niveau des directions d'entreprise, ou que ce soit au niveau des collaborateurs, qui font quand même la valeur de l'entreprise au quotidien, chacun a été animé par un sentiment de se retrousser les manches, d'être à la hauteur de ce défi-là. Et encore une fois, chez certains gros acteurs, on a pu observer des pics de productivité plutôt qu'une rupture dans la productivité de ses membres. Ouais, pour autant, en quelques secondes, vous n'êtes pas un convaincu du télétravail permanent. Non, moi je pense que le télétravail amène beaucoup de qualités, notamment sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Il permet à chacun d'être un peu plus responsable dans l'organisation de son quotidien. Mais pour être honnête, je suis assez réservé quant à des modèles de full télétravail, parce qu'on voit quand même que les dynamiques d'équipe qui animent des entreprises comme la nôtre, mais comme toutes les entreprises, passent aussi beaucoup par une connaissance des différents membres, des échanges informels, et puis voilà, d'être animé par un sentiment d'appartenance et de contribuer à un but qui est toujours un peu plus grand que simplement l'exercice de notre mission à nous-mêmes. Xavier Marzec, cofondateur et directeur conseil chez Anode, merci beaucoup pour votre témoignage et ce premier retour d'expérience.
À suivre, on va découvrir ensemble 2 vidéos consécutives. La première, c'est le témoignage de Samia Gozlan. Elle est directrice de la grande école du numérique, la GEN, un véritable réseau, beaucoup plus qu'une école, un véritable réseau de formation au service du numérique, mais surtout de l'emploi. Et puis dans la foulée, l'interview de Robert Crépeau, il est directeur de TEDELEC, partenaire de notre événement. Avec lui, plongé au cœur des outils collaboratifs et de leur usage en lien avec l'évolution des technologies et notamment, bien sûr, du numérique.